Dans cette vidéo, je vais voir dans un chapitre 2 le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme se décompose en 5 documents qui seront les 5 parties de ce chapitre. Tout d'abord, le rapport de présentation qui est prévu à l'article L151-4 du Code de l'urbanisme. Le projet d'aménagement et de développement durable, PADD, qui est prévu à l'article L151-5. Les orientations d'aménagement et de programmation, article L151-6 à L151-7-2, et le règlement, article L151-8, et enfin les annexes qui sont à l'article L151-43. Cette présentation du PLU imposée par le Code est importante parce que les prescriptions qui figurent dans le PLU n'ont pas la même valeur selon qu'elles figurent dans le PADD, projet d'aménagement et de développement durable, dans les orientations d'aménagement et de programmation, ou dans le règlement du PLU. Vous voyez, par exemple, le permis de construire qu'un propriétaire va solliciter pour construire doit être conforme au règlement du PLU et seulement compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, du PLU. Cette règle est posée à l'article L152-1 du Code de l'urbanisme. Voyez, voilà ce que dit cet article. L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, construction, aménagement, plantation, etc., sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont en outre compatibles, je l'ai vu dans une précédente vidéo, ce qui suppose un rapport plus lâche avec la norme supérieure, compatible donc avec, lorsqu'elles existent, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas obligatoires, avec les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP. Par conséquent, le juge vérifiera que la commune ou l'intercommunalité n'a pas inséré dans les OAP quelque chose qui relève du règlement, puisque ça changerait la nature du rapport qui s'instaure entre l'autorisation d'urbanisme qui est demandée et l'OAP ou le règlement. Alors, on a vu plus haut que le PLU doit être compatible avec le SCOT, mais aussi avec d'autres documents. Alors, je ne donne qu'un exemple ici parce que certains de ces autres documents avec lesquels le PLU doit être compatible sont des documents qui figurent dans d'autres codes que le code de l'urbanisme. Je vous donne un exemple. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 22 avril 2021. Cour administrative d'appel de Marseille, 22 avril 2021, numéro 20 MA 00838. Donc, dans cette affaire, il s'agit que le maire de Mouriès a refusé, c'est une commune qui est dans les Alpilles, a refusé de délivrer un permis pour la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation. Donc le propriétaire voulait réhabiliter, étendre, agrandir une maison, le maire refuse, et pour motiver son refus, le maire ne s'est pas fondé sur le PLU de la commune, ou le POS, c'était encore le POS, mais sur la directive paysagère des Alpilles. Et cette directive est prévue à l'article L350-1 du Code de l'environnement. Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, c'est le cas des Alpilles, l'État peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. C'est ce qu'il avait fait, donc le préfet avait pris une directive paysagère des Alpilles. Et pour résumer les faits, le POS de la commune permettait une extension limitée des constructions. La directive paysagère des Alpilles interdisait indiquait que les constructions existantes devaient être maintenues dans leur intégrité. Vous voyez, la directive paysagère et le POS ne disaient pas la même chose. Et le maire s'est donc fondé sur la directive pour dire: ah non, vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas agrandir votre maison, la directive paysagère l'interdit. Et donc, l'article L350-1 du Code de l'environnement qui prévoit ces directives paysagères indique qu'en l'absence de PLU, ces directives sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme, permis de construire, déclaration préalable. Ces autorisations doivent être conformes à cette directive. Et de la même façon, la directive s'impose lorsqu'il existe un PLU et que celui-ci n'a pas été mis en compatibilité avec la directive, ce qui était le cas ici.
Vous voyez, la commune aurait dû mettre en compatibilité son plan d'occupation des sols pour prévoir, pour indiquer que dans le territoire couvert par la directive paysagère, il n'est pas possible de porter atteinte, d'agrandir une maison existante. Eh bien, logiquement, le maire donc a eu raison de refuser le permis en se fondant non pas sur le poste, mais sur la directive paysagère. Alors je vois dans une section 1 maintenant, donc le contenu du PLU. Alors tout d'abord, j'ai donné les différents éléments, hein, j'ai dit qu'il y avait 5 éléments dans le PLU. Tout d'abord donc, paragraphe 1er, le rapport de présentation. Le rapport de présentation est défini à l'article L 151-4 du code de l'urbanisme. Voilà ce que dit cet article. Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, le document que je vais voir après, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Donc, les documents qui interviennent ensuite, le PADD, les OAP et le règlement, doivent être annoncés par ce rapport de présentation. Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surface et de développement agricole, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transport, de commerce, d'équipement et de services. Donc, on fait un diagnostic sur l'état du territoire. Est-ce que la population est en progression, en diminution? Quels sont les besoins? Et c'est en fonction de ce diagnostic qu'on établit un rapport de présentation qui va ensuite annoncer les prescriptions du PLU, c'est-à-dire ce qui figure dans le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation, et dans le règlement du PLU, qui est le document le plus important, celui qui est, je l'ai dit tout à l'heure, les autorisations d'urbanisme doivent être conformes avec ce règlement du PLU qui notamment prévoit un zonage. Et notamment le rapport de présentation, c'est dans l'air du temps, analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédentes, l'arrêt du projet de PLU, ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. Et il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain qui sont compris dans le PADD. C'est normal qu'il y ait ces dispositions puisque nous avons vu plus haut qu'il y a un objectif ZAN, désormais zéro artificialisation nette, avec notamment une obligation dans les 10 prochaines années, dans la période 2021-2031, de réduire l'artificialisation de moitié par rapport aux 10 années précédentes. Donc il est assez logique que dès le rapport de présentation, eh bien, la commune doit démontrer qu'elle a pris en compte cet objectif. Alors, pour avoir le contenu précis du code du rapport de présentation, il faut citer donc cette disposition légale que je viens de voir, l'article L 151-4, et puis il faut la compléter par des dispositions qui sont dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, c'est-à-dire les articles R 151-1 et suivants. Alors, vous voyez, par exemple, en vertu de l'article R 151-1, eh bien, le rapport de présentation expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie. Donc, des études ont été demandées pour savoir quelle est la situation de la commune ou de l'intercommunalité qui va être couverte par le PLU. Et donc, le rapport de présentation en tire les conclusions. Il analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis. Il faut absolument densifier les constructions, utiliser le bâti quand c'est possible pour éviter l'étalement, la consommation d'espaces naturels et agricoles. Il analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de préservation et de mise en valeur de l'environnement. Et il analyse également les incidences attendues de sa mise en œuvre. Nous allons fixer des règles dans le PLU. Quelles sont les conséquences attendues de cette mise en œuvre? Le rapport de présentation comporte également les justifications. Vous voyez, c'est une motivation de ce qui arrive après. Le rapport de présentation comporte les justifications de la cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD,
Bah oui, dans le règlement du PLU, il va y avoir un zonage, des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles, naturelles, forestières, zones à urbaniser, oui. Donc, quelle est la justification? La justification de la délimitation de ces zones. C'est toujours l'article R151-2, je crois qu'il nous dit ça. Et puis, si jamais, enfin, c'est d'ailleurs le cas, le PLU est soumis à évaluation environnementale, j'ai vu ça plus haut, c'est-à-dire une étude d'impact qui fait l'objet d'une analyse par un organisme indépendant, eh bien, le rapport de présentation décrit l'articulation du plan avec d'autres documents d'urbanisme, expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones, par exemple les sites Natura 2000, explique les choix retenus au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement. Et puis aussi, enfin, le rapport de présentation définit les critères indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application du PLU. Vous avez dit, le rapport de présentation doit se demander quels seront les effets des règles d'urbanisme qui seront posées dans notamment le règlement du PLU, et il faut qu'à intervalles réguliers, eh bien, la commune ou l'intercommunalité fasse une évaluation de l'application du PLU, voir si ça correspond à ce qui était attendu. Cette évaluation devait avoir lieu 9 ans après l'adoption du PLU, et depuis la loi Climat et Résilience de 2021, ce délai a été réduit à 6 ans. Vous voyez, par exemple, pour l'application de cette idée d'indicateur, eh bien, une affaire, donc un arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 2022, Conseil d'État 7 juillet 2022, numéro 451 137, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Et donc, dans cette affaire, par une délibération du 20 mars 2017, le conseil municipal de Néron, c'est dans l'Ain, a approuvé le PLU. Plusieurs propriétaires attaquent cette délibération, soutenant qu'elle est illégale, car le PLU ne comporte pas les indicateurs permettant l'analyse des résultats de l'application du PLU. Eh bien, le Conseil d'État, dans cette affaire, juge que l'absence d'indicateurs n'entraîne pas l'annulation du PLU. Vous voyez, le Conseil d'État, dans un premier temps, indique qu'il résulte donc de ces articles, notamment l'article R151-4, que les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du PLU, à laquelle il devra être procédé 6 ans plus tard, après l'approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l'élaboration du PLU, c'est-à-dire ces indicateurs doivent être dans le PLU et figurer dans le rapport de présentation. Et par conséquent, s'ils n'y figurent pas, le PLU est illégal. Mais le Conseil d'État ajoute, c'est le second point, que cette illégalité n'entraîne pas l'annulation du PLU. Le Conseil d'État juge que cette absence n'a pas de conséquence d'ailleurs sur les règles susceptibles d'être opposées aux demandes d'autorisation d'urbanisme. En d'autres termes, ce n'est pas parce que le rapport de présentation ne comporte pas les indicateurs permettant d'évaluer l'application du PLU 6 ans plus tard que ça rend illégal un permis de construire qui aurait été accordé sur le fondement du PLU. Depuis la loi Climat et Résilience de 2021, l'analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l'artificialisation des sols. La commune ou l'intercommunalité doit régulièrement se demander quel est l'état de son artificialisation des sols, puisqu'elle a des objectifs à atteindre tous les 10 ans. Et donc, eh bien, à l'occasion d'un bilan d'application du PLU, un débat aura lieu au conseil municipal, et ce débat portera aussi sur le bilan de l'artificialisation. Paragraphe 2, c'est le deuxième élément du PLU, après le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable. Le projet d'aménagement et de développement durable est défini à l'article L151-6 du Code de l'urbanisme. Voilà ce qui est dit à cet article L151-5, pardon. Le projet d'aménagement et de développement durable, PADD, définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les orientations générales concernant l'habitat, les transports, les déplacements, les réseaux d'énergie,
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, ça c'est le grande surface, le développement économique et les loisirs, retenus pour l'ensemble de l'EPCI ou de la commune. Alors, on a vu en introduction, j'ai vu plus haut, que la loi climat et résilience impose un objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon, enfin en 2050. C'est un objectif qui figure dans les principes généraux de la politique d'urbanisme, c'est l'article L101-2, je crois, du Code de l'urbanisme. Eh bien, la loi résilience de 2021 insère également une disposition dans l'article L151-5, en vertu de laquelle le projet d'aménagement et de développement durable ne pourra prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels agricoles nouveaux ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Donc il faudra, vous voyez, que le PADD dise on a examiné et pour développer la commune, l'intercommunalité, il n'y a plus possibilité d'utiliser des espaces qui sont dans l'enveloppe urbaine. Donc, il faut artificialiser. Le PADD n'est pas dépourvu d'effet. Par exemple, on peut citer un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 23 juillet 2020, numéro 19 NC 000, il y a 3065. Et dans cet arrêt, la Cour administrative d'appel de Nancy juge que l'ouverture à l'urbanisation d'une parcelle doit reposer sur des perspectives démographiques réalistes. Dans cette affaire, le conseil municipal de Saint-Hippolyte a voté une délibération approuvant le PLU. Un GAEC, c'est-à-dire un agriculteur, attaque cette délibération contestant l'ouverture à l'urbanisation d'une parcelle. Il a une parcelle qui est agricole et le règlement du PLU l'a classée constructible. Ça veut dire qu'à terme, l'agriculteur risque de perdre cette parcelle pour son exploitation parce qu'il y a une disposition du Code rural qui permet au bailleur de résilier un bail rural si la parcelle est devenue constructible. C'est pour ça que l'agriculteur attaque ici. Et la Cour administrative donne raison à l'agriculteur parce que ce classement qui ouvre une nouvelle zone à l'urbanisation repose sur des données démographiques dans le PADD. Et ces données démographiques ne sont pas réalistes. Selon les données officielles de l'INSEE, la population de Saint-Hippolyte ne cesse de baisser depuis 68. On est passé en 68 à 1267 habitants, à 907 en 2015. Alors même si les logements construits à Saint-Hippolyte ces dernières années, observe la Cour, ont trouvé facilement preneur, cela ne suffit pas à inverser l'évolution démographique de cette commune. Le PADD fixe un objectif de 1015 habitants à l'horizon 32, ce qui justifie l'ouverture à l'urbanisation de la terre agricole. La Cour administrative estime que c'est irréaliste, puisque les données démographiques indiquent que la population baisse depuis 30 ans. Donc, vous voyez, dans le PADD, il y a des objectifs qui sont fixés, mais ces objectifs doivent être réalistes par rapport aux données démographiques et économiques. La cohérence du PLU avec le PADD s'apprécie globalement. Vous voyez, c'est l'article L151-8, l'article L151-8 du PADD, du Code de l'urbanisme, qui dispose que le règlement du PLU fixe en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. C'est-à-dire que dans le règlement du PLU, je vais voir après, il est prévu donc un zonage avec des zones constructibles, des zones qui ne le sont pas, zones agricoles, zones naturelles, forestières. Et bien, ce règlement doit être cohérent avec les orientations du PADD, mais cette cohérence ne s'apprécie pas parcelle par parcelle, secteur par secteur, mais globalement sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'intercommunalité couverte par le PLU. Vous voyez, par exemple, Cour administrative d'appel de Versailles, 31 août 2020, numéro 18 VE 03942, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif de PADD ne suffit pas à considérer qu'il y a illégalité. Il faut apprécier la cohérence globalement. Il peut y avoir une disposition du PLU qui n'est pas en cohérence
avec une orientation du PADD, mais il faut apprécier la totalité de ces orientations et sur la totalité du territoire. Autre précision, le PADD n'est pas opposable à une demande de permis de construire, à une autorisation d'urbanisme. J'ai vu tout à l'heure, j'ai cité l'article 151-4, je crois, regardez, mais que quand un propriétaire demande un permis de construire, le maire doit vérifier que ce permis de construire est conforme au règlement du PLU et compatible avec une orientation d'aménagement et de programmation que je vais voir dans 2 minutes. En revanche, le maire ne doit pas vérifier que le projet est compatible, conforme, en adéquation avec le PADD. Non, parce que les orientations du PADD ont été reprises dans les OAP et dans le règlement, donc c'est par rapport à ces OAP et à ce règlement qu'il faut examiner la demande de permis de construire. En revanche, quand le débat sur les orientations du PADD a eu lieu, la règle que je viens de donner, que je viens d'indiquer, le PADD n'est pas opposable à une autorisation d'urbanisme, a été affirmée par une loi du 2 juillet 2003, codifiée à l'article L123-1 du Code de l'urbanisme. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs toujours le bon numéro, il faudrait vérifier. En revanche, je disais, le maire doit surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, c'est-à-dire différer sa réponse si le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable a déjà eu lieu en conseil municipal ou en conseil de l'intercommunalité. Et donc, on s'oriente, vous voyez, on est en train d'adopter le PLU et qu'il apparaît que le projet de demande de permis de construire, qui fait l'objet de la demande de permis de construire déposée par le propriétaire, risque de compromettre l'exécution de ce futur PLU. Donc, vous voyez, le PADD, dès lors que le débat sur ces orientations a eu lieu en conseil municipal, a un effet sur les demandes de permis, puisque le maire doit surseoir à statuer si le projet déposé risquerait de compromettre l'exécution du futur PLU. Vous voyez, le PADD dit, voilà, à tel endroit, ça sera une zone naturelle. Eh ben, quelqu'un demande un permis de construire pour réaliser un immeuble collectif de 15 logements. Le maire dit, ah non, je sursois à statuer parce que tout porte à croire qu'un nouveau PLU va être adopté. Le débat sur les orientations du PADD a déjà eu lieu en conseil municipal. Et à cet endroit, il ne sera plus possible de construire. Alors, paragraphe 3, c'est le troisième élément du PLU, les orientations d'aménagement et de programmation. Les orientations d'aménagement et de programmation. Alors, elles sont définies, ces orientations d'aménagement et de programmation, à l'article L151-6 du Code de l'urbanisme. Voilà ce que dit cet article. Les orientations d'aménagement et de programmation, OAP, comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable que je viens de voir, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements. En l'absence de SCOT, les orientations d'aménagement et de programmation, puisqu'on a vu que le SCOT n'est pas obligatoire, les orientations d'aménagement et de programmation d'un PLU comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal, c'est-à-dire essentiellement l'implantation des grandes surfaces. C'est une des orientations du SCOT. Quand il n'y a pas de SCOT, le PLU peut comporter une OAP relative à l'implantation des grandes surfaces. Alors, l'article L151-7 nous indique que les OAP peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville. On cherche à lutter, vous savez, aujourd'hui, contre la laideur de ces entrées de ville qui se ressemblent toutes. Le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain. Les OAP peuvent également favoriser la mixité fonctionnelle, en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Je verrai tout à l'heure que dans le zonage du règlement du PLU, il y a des zones AU, zones à urbaniser. Ce sont des zones dans lesquelles la commune programme son urbanisation future.
Mais ces zones ne sont ouvertes à l'urbanisation que selon des modalités que le code fixe. Eh bien, l'article L151-7 nous apprend qu'une OAP peut prévoir un échéancier d'ouverture à l'urbanisation cohérent de ces zones qui, pour l'instant, ne sont pas construites. En vertu de l'article L151-7-2, les OAP peuvent également définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver et à modifier ou à créer. Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général, les espaces verts. Dans la perspective de l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette en 2050, et réduction dans les 10 prochaines années, et puis par période de 10 ans, eh bien, la loi climat et résilience de 2021 a prévu qu'une OAP peut notamment porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. C'est l'article L151-7, paragraphe 4. Vous voyez, pour éviter d'artificialiser, eh bien, une OAP peut donner des orientations pour réhabiliter un quartier. Une OAP pourra également, ça a été introduit par la loi climat et résilience, définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Article 151-7, septièmement. Ces franges sont menacées par l'urbanisation. Et par ailleurs, les OAP devront définir, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. Autre élément, dans un autre domaine, vous savez, la loi climat et résilience prévoit que les communes menacées par le recul du trait de côte, c'est-à-dire la mer qui gagne sur les terres, seront déterminées par un décret. Ce décret est intervenu, il y a, je crois, 130 communes qui sont concernées, et dans ces communes, il y aura des obligations en matière d'urbanisme qui devront être intégrées dans le règlement du PLU. Je dis, zone menacée dans les 30 prochaines années, zone menacée dans le siècle. Et il y aura des restrictions au droit de construire. Eh bien, la loi climat et résilience qui a prévu cette lutte contre le recul du trait de côte, en tout cas des dispositions dans les communes qui sont concernées par le recul du trait de côte, eh bien, il est indiqué que dans les zones exposées au recul du trait de côte, des OAP pourront définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel nécessaire pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations du fait de ce recul du trait de côte. Alors, le juge a déjà eu l'occasion depuis une dizaine d'années de préciser le régime juridique de ces OAP. Tout d'abord, en cas de litige, le juge n'exerce qu'un contrôle limité sur l'OAP. Ainsi, par exemple, vous voyez, par une délibération du 31 janvier 2013, le conseil municipal de Maurepas, c'est dans les Yvelines, a approuvé le PLU et un habitant attaque cette délibération. La Cour administrative juge que, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel du 15 décembre 2016, numéro 15 VE 02976, la Cour administrative juge que les auteurs de l'OAP relative à un quartier de la commune n'étaient pas tenus de préciser les éventuelles actions et opérations nécessaires à la mise en œuvre de cette orientation. L'orientation définit notamment, pour une partie du secteur ainsi délimité, un objectif de 30% de logements sociaux. Eh bien, la Cour administrative juge que cet objectif est suffisamment justifié par le déficit de logements sociaux sur la commune, déficit qui est rappelé dans le rapport de présentation, et par la nécessité de mettre en œuvre la mixité sociale, qui, je vous rappelle, est un objectif de la politique d'urbanisme fixé à l'article L101-2 du Code de l'urbanisme. La circonstance que la population de la commune ait diminué au cours des années précédentes n'est pas de nature à écarter la nécessité de créer de nouveaux logements en vue de favoriser la mixité sociale.
La commune n'a donc pas commis une erreur manifeste d'appréciation. Vous voyez, erreur manifeste d'appréciation, ça indique que le juge exerce un contrôle limité en définissant cette orientation qui prévoit donc dans ce secteur, dans un quartier, 30% de logements sociaux. Le propriétaire contestait sans doute en se disant que sur sa parcelle, il est propriétaire d'une parcelle dans ce quartier, ben, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Recours rejeté parce que eh bien, la commune a une certaine marge d'appréciation sur la définition de l'OAP. Alors, les cas les plus courants d'OAP, les dispositions relatives à l'habitat et au déplacement ne pourront trouver qu'à certaines conditions leur place dans les OAP. Alors, voyez, par exemple, une orientation d'aménagement et de programmation peut imposer une densité minimale de construction. Arrêt de la Cour administrative, mais je vais voir sous quelles conditions. Cour administrative d'appel de Nantes, 6 décembre 2019, numéro 19 NT 00512. Le conseil municipal de la commune de La Bouillie approuve le PLU, un habitant la conteste, approuve la délibération, et dans cette affaire, donc, il y a une OAP qui fixe dans une zone à urbaniser un objectif à atteindre de densité de 15 logements par hectare et de 20 logements par hectare dans un autre secteur. En général, on dit, voilà, dans les zones périphériques, hein, une maison avec 1000 mètres carrés autour, donc on fait 10 maisons l'hectare. Là, c'est un peu plus qui est prévu. Et la Cour administrative rappelle que le règlement, pas l'OAP, le règlement, peut imposer dans les secteurs qu'il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de construction. Eh bien, là, ce n'est pas le règlement qui a prévu cet objectif de 15 logements par hectare ou 10 ou 20, pardon. C'est une OAP. Eh bien, la Cour administrative d'appel juge que l'OAP pouvait fixer cet objectif, qui est cohérent avec l'objectif du PADD de réduire d'un tiers la consommation urbaine observée durant l'application du dernier PLU. Alors, en prolongement de cet arrêt, l'OAP peut comporter des dispositions prescriptives à la condition qu'un renvoi du règlement le prévoit. Ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, hein. Il y a des règles qui figurent dans le règlement du PLU qui ne peuvent pas figurer dans l'OAP. Ici, je vous dis, une règle peut figurer dans l'OAP dès lors qu'elle est prévue, dès lors que le règlement du PLU y renvoie. Exemple, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 11 janvier 2024, numéro 21 LY 04040. Le conseil municipal de Valérie, Haute-Savoie, a voté une délibération approuvant le PLU. Un agriculteur en demande l'abrogation en tant que le PLU a créé une OAP, environnement paysage, qui dispose que la largeur maximale de chaque serre, SE2RE, ne devra pas excéder 40 mètres, soit 5 travées mitoyennes de 8 mètres environ, ou 4 mètres de 10. Et puis un espace minimum, etc. Donc l'agriculteur conteste cette disposition. Et donc, la Cour administrative rejette le recours parce que il est indiqué donc, que les OAP, nous dit l'article L151-6 que j'ai dicté tout à l'heure, les OAP comprennent en cohérence avec le PADD des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur. Le règlement du PLU dispose que les constructions, installations ou ouvrages agricoles sont autorisés si elles respectent les orientations définies dans l'OAP thématique environnement et paysage. Et donc ici, vous voyez, la Cour administrative admet la précision sur la dimension des serres posée dans l'OAP parce que le règlement du PLU renvoyait à cette exigence. Il dit voilà, les bâtiments agricoles vont être soumis à certaines contraintes, nous disait le règlement du PLU, contraintes qui vont être précisées
dans l'OAP. Eh bien, dans cette hypothèse, c'était possible. Je le disais en introduction, une autorisation d'urbanisme doit être compatible avec l'OAP, pas conforme. Il en résulte que le fait de libeller sous forme de règles strictes une disposition dans l'OAP ne créera pas une contrainte dès lors que le rapport avec l'autorisation d'urbanisme est un rapport de simple compatibilité. Vous voyez, par exemple, on peut citer une affaire dans laquelle une commune, donc dans son PLU, définit 3 secteurs de projet sur le territoire de la commune. Il s'avère qu'elle prévoit donc dans l'OAP numéro 1 qu'il faut, elle a prévu de 6 à 9 logements qui peuvent être construits, avec au moins 60% des logements créés qui seront des petits logements T2, T3. Eh bien, quand le maire examine une demande de permis de construire, elle doit être compatible avec cette orientation. Donc, le maire ne doit pas s'écarter de cette orientation, mais ne doit pas forcément les respecter strictement. Autre exemple, Conseil d'État 8 novembre 2017, Conseil d'État 8 novembre 2017, numéro 402 511, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Donc, dans cette affaire, le conseil municipal de Damary a approuvé le PLU, lequel comprend une OAP relatif à un secteur de la commune. Et il est prévu que l'aménagement du secteur devra ménager la possibilité de réaliser une sortie sur une rue, la rue de Concret. Et donc, un propriétaire conteste cette orientation qui va limiter ses possibilités de construire. Il dit, ah ben non, là, ici, il y aura une sortie. Eh bien, le Conseil d'État écarte l'argument parce que la commune, dans cette OAP, n'a pas pu créer un emplacement réservé. Je verrai ça plus loin. Le règlement du PLU peut créer des emplacements réservés, un remplacement réservé pour la construction d'une voie publique, et il en résulte que le propriétaire ne pourra pas obtenir un permis de construire si son terrain est classé emplacement réservé pour construire une voie publique. Il dira, maintenant, votre projet ne correspond pas à la destination qui a été donnée dans l'emplacement réservé. Ici, ce n'est pas un emplacement réservé, parce que si on avait voulu créer un emplacement réservé, eh bien, il aurait fallu mettre cette disposition sur la sortie sur la rue de Concret dans le règlement du PLU. Elle est dans l'OAP. Et d'ailleurs, cette disposition, d'ailleurs, cette sortie sur la rue de Concret n'a pas été reportée dans les documents graphiques. Il s'agit d'une simple prévision insusceptible par elle-même de faire grief. Donc, il résulte de cet arrêt qu'il est possible de contester une OAP parce qu'elle fait grief, mais il se peut que celle-ci étant insuffisamment précise, elle ne fait pas grief et donc ne peut pas faire l'objet d'un recours et ne pourrait pas fonder un refus de permis de construire. Autre exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 15 février 2017. 15 février 2017, eh bien, numéro 15 NT 01 649, une OAP très précise n'est pas forcément illégale. Ici, c'est le conseil municipal de la commune de Saint-Molf, MOLF, qui a approuvé le PLU. Une association attaque cette délibération et constate qu'une OAP prévoit donc une exigence de construire de programmes de construction de 10 à 12 logements sociaux selon une typologie détaillée. R plus 1, rez-de-chaussée plus un étage, R plus 1, plus C plus comble. L'association conteste l'OAP en estimant qu'elle est beaucoup trop précise et impérative pour une OAP. Ce n'est pas le règlement du PLU. La Cour administrative rejette l'argument parce que finalement, elle constate, mais ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, elle constate que cette orientation correspond à ce qui est inscrit dans le PADD et dans le règlement du PLU. Donc l'OAP est
fixe des prescriptions qui sont conformes au règlement du PLU pour la zone en cause, qui est une zone AU, dont fait partie zone à urbaniser, donc qui sera urbanisée plus tard. Et il y a des dispositions relatives à la proportion de logements qui doivent être créés et leurs caractéristiques. Voilà ce qu'il était possible de dire sur les OAP. Dans la prochaine vidéo, je verrai le règlement du PLU.